Toutes et à tous, bienvenue où que vous soyez, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. En Afrique, au Royaume-Uni, enfin bon, bref, en Europe, parce que je ne vais pas faire le tour entre le Royaume-Uni, la France, enfin bref, où que vous soyez. Un salut spécial au Bénin, au Sénégal, au Togo, à la Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale, beaucoup de force aussi aux Tchadiens, que la paix et la sérénité reviennent au pays, c'est ce qu'on peut souhaiter. Une pensée pour nos amis du Congo-Brazzaville, du Cameroun aussi, on salue toute l'équipe d'Africa Mondo Cameroun. Eh bien, vous êtes dans cette activité d'Africa Mondo, mais moi, des mémoires, vous avez deux visages masculins pour le prix d'un. Est-ce qu'on va dire ça? Ou en tout cas, deux docteurs pour le prix d'un. Vous êtes chanceuses et chanceux. Eh bien, ce sont des Afro-Caribéens, originaires de la Guadeloupe, de la Martinique. Nous sommes heureux de les avoir. Ils font tous les deux partie du comité scientifique fondateur. Évidemment, on a présenté le docteur Maël Lavener au tout début de semaine. Merci. On vous laisse le soin de vous connecter pour que nous puissions partager ce moment ensemble aujourd'hui. Donc, vendredi 14 mai, le docteur Maël Lavener nous présente son application RJVert e-learning qui permet de mieux découvrir l'histoire de la Caraïbe. C'est une première et ça mérite vraiment d'être souligné et d'être encouragé. C'est pour ça que nous sommes vraiment très heureux d'avoir le docteur Lavener avec nous dans le cadre de cette activité. Mais moi, des mémoires, le docteur Lavener a donc créé l'application RJVert, première application e-learning dédiée à l'histoire de la Caraïbe et des Antilles françaises. Elle héberge donc l'université populaire RJVert et il vous présentera cet outil en ligne lors d'une rencontre Zoom. Donc, c'est en ce moment avec l'un des membres de son comité scientifique, monsieur Steve Gadet, docteur en langue et littérature étrangère, études anglophones, maître de conférences en études anglophones, histoire des États-Unis à l'Université des Antilles. Alors, nous sommes vraiment très heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Docteur Lavener, vous avez la parole et vous allez mener cet entretien avec votre confrère, c'est ce qu'on dit, avec votre confrère, le docteur Steve Gadet. Je vous laisse évidemment présenter cette application. On rappelle que cette activité, évidemment, moi des mémoires, nous avons l'habitude de célébrer, de commémorer plutôt, de commémorer effectivement toutes nos dates importantes pour ce mois de mai, mais c'est aussi pour nous une façon, Africa Mondo, de ramener aussi le continent, nos frères et sœurs africains à découvrir notre histoire commune. Donc, on s'adresse beaucoup à nos amis africains qui sont sur le continent, qui suivent cette rencontre avec nous, qui suivent ce mois avec nous, pour que eux aussi, ils prennent part justement à un bout de notre histoire. Merci beaucoup, docteur Maël Lavener. Merci beaucoup, docteur Steve Gadet. Vous avez la parole pour présenter cette application, cette première. Merci d'être avec nous sur Africa Mondo. Salut tout le monde, bien bonjour, on nous a dit, et sous le soleil des Antilles. Donc, bonjour à tout le monde, à toute la communauté. Merci à vous tous d'être avec nous, de prendre le temps de nous écouter. Merci à Steve vraiment d'avoir accepté mon invitation pour sa disponibilité, sa présence et vraiment, de toute façon, bon, il sait déjà toute l'estime que j'ai pour son travail, tout ce qu'il apporte énormément. Et merci à vous. Et ce que tu as dit, Mélina, ça, c'est très important parce que quand tu as parlé du fait que on veut faire la connexion aujourd'hui avec le continent, c'est très important. Et l'application RJVR se destine autant aux Caribéens francophones, parce que pour l'instant, on n'a pas encore basculé sur l'anglais, mais j'espère que ça se fera, comme elle se destine à tous les francophones du continent autour d'une histoire commune, comme tu l'as bien indiqué, parce que l'idée, c'est bien ça, c'est comprendre
les enjeux communs qu'il y a autour de cette histoire de la Caraïbe, qui est en fait une histoire du monde. Et c'est ce que je montre d'ailleurs dans cette application, comment des phénomènes qui vont toucher la Caraïbe et qui, avec une importance jusqu'à aujourd'hui, sont en fait des combinaisons de facteurs de différents événements liés à des géopolitiques internationales depuis des siècles. Quand je prends par exemple la question qu'on fait en ce moment, pourquoi les Noirs africains se retrouvent-ils massivement réduits en esclavage dans la Caraïbe à partir du XVIe siècle? Là, c'est l'exemple parfait parce qu'on remonte au 7e siècle, on sort de la Caraïbe, on arrive en Asie, on va dans l'Europe, on arrive au nord de l'Afrique, on redescend et on n'est pas encore arrivé dans la Caraïbe. Je suis au repère historique 5, on n'est toujours pas encore arrivé dans la Caraïbe et il y en a 10. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire comprendre que pour nous comprendre, justement, ben, on doit comprendre le monde, on doit comprendre l'histoire du monde. Et ça me permet de dire tout de suite qu'en fait, RJVR, ça représente un peu cette vision de l'histoire, une histoire de l'humanité, une histoire. RJVR, c'est la contraction de rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert qui correspondent, pour moi, bon, ça peut correspondre à plusieurs choses, mais entre autres et essentiellement au drapeau de l'Éthiopie, berceau l'un des berceaux, l'un des principaux berceaux de l'humanité. Et c'est rappeler à tout le monde que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, donc que ce soit l'histoire de la Caraïbe ou d'autres histoires, ben, en fait, on s'intéresse à l'histoire de l'humanité et on doit voir les choses de manière globale, en mode global history, et s'imprégner de tout, sans jamais oublier aussi que c'est une histoire qui touche tout le monde, qui brasse tout le monde. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et si on ne comprend pas ça dès le départ, si on n'a pas cet angle d'attaque, cette approche, pour moi, on ne peut pas comprendre la complexité des hommes qu'on va retrouver dans toute l'histoire, quelle que soit celle qu'on prend. Il y a pas de civilisation parfaite, il y a pas d'homme parfait, et à chaque fois qu'on va s'appuyer sur une civilisation historique qu'on va tenter de fouiller, à chaque fois qu'on va s'appuyer sur un personnage, une figure historique, une femme, un homme, euh, pareil, il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Je pense que je n'apprends rien à personne. Et donc, l'histoire, c'est justement voir tous les éléments qui composent ces personnes, ces dynamiques, ces phénomènes, et permettre de comprendre un peu mieux dans quel monde on est. Donc, voilà un petit peu l'approche d'RJVR, RJVR Learning. C'est quoi RJVR Learning? Effectivement, c'est une application, comme l'a bien présenté Mélina. C'est une application, j'ai voulu aller vers l'application pour faire entrer cette histoire, la culture générale, la connaissance au plus près du grand public aujourd'hui par rapport à la manière dont on vit avec ces fameux smartphones qui des fois ponctuent beaucoup de choses dans nos quotidiens. Et donc, l'idée, c'est, voilà, avec une petite notification push, on est au courant de la dernière vidéo. On peut regarder vite fait de quoi il s'agit. Et si le fond, on revient dessus après. Mais l'idée, c'est d'être connecté, qu'on soit connecté, que ce soit euh, numériquement, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait beaucoup de liens aujourd'hui, mais aussi géographiquement et culturellement, qu'on se connecte et qu'on dépasse aussi les frontières. D'où l'idée donc de me rapprocher aussi de toute la diaspora sur le continent parce que j'ai vraiment fait ça pour tout le monde. L'idée de mettre un outil en ligne, c'est qu'il soit accessible pour tout le monde depuis n'importe quel point de ce globe et qu'on avance tous ensemble. Et RJVR aussi, c'est une université populaire. C'est une université populaire en ligne qui veut être une vitrine du savoir universitaire qui touche à ces sociétés caribéennes. Alors, d'abord par l'histoire, parce que je suis historien, mais si justement j'ai fait appel à Steve pour intégrer mon comité scientifique, c'est parce que euh, pour moi, on ne peut pas rester cantonné à l'histoire. Et beaucoup de thèmes qu'on va toucher dépassent largement le cadre strict des sciences historiques. Et donc, je voulais pouvoir m'appuyer sur différentes interventions. Ça peut arriver à n'importe quel moment sur des débats qu'on a à faire, des points à fouiller, des précisions avec son expertise bibliographique ou des conseils tout simplement d'un chercheur qui a la même vision que moi déjà. Alors ça, c'est important et qui a cette envie de contribuer autant que moi à donner un maximum de repères, de connaissances au grand public de manière populaire pour qu'on puisse avancer sur des questions importantes, qu'on puisse maîtriser notre savoir. Et maîtriser le savoir qui nous touche, en fait, c'est grandir. C'est grandir par nous-mêmes, c'est nous comprendre
aller au-delà de choses qui peuvent blesser. J'ai compris assez récemment, notamment dans cette démarche de l'application, dans les interventions que je fais, que cette histoire, elle, cette histoire, que ce soit l'histoire de la Caraïbe, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de ce qui nous touche, l'histoire qui nous relie tous les deux avec cette traite négrière, l'esclavage, de manière plus directe que d'autres thèmes, c'est une histoire qui souvent génère un certain blocage, blocage psychologique. Et alors j'ai envie de dire, c'est toujours chez les jeunes que certaines vérités ressortent de manière un peu plus clairvoyante. Je participe à un projet en ce moment avec des jeunes sur la question de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Et il y en a un qui m'a permis de comprendre qu'en fait, beaucoup de personnes ont un peu peur de cette histoire, en fait. Elles ont peur de cette histoire parce que, on a peur d'être face à nous-mêmes, on a peur de ressasser certaines choses, on a peur de se remettre dans des situations, qui ne sont pas des plus belles et des plus glorieuses. Effectivement, la réduction de millions de personnes, en esclavage, c'est voilà, c'est un crime contre l'humanité, on en a parlé la dernière fois. Mais, cette peur, je la comprends, c'est tout à fait normal. On a peur aussi d'être touché dans certaines émotions, dans ce que ça peut, générer. Moi, en tant qu'historien qui justement, a voulu faire cette démarche, mon parcours un petit peu lié à ça, comprendre les choses de manière profonde en s'investissant vraiment dans la recherche, la compréhension des phénomènes, l'idée d'acquérir une solide connaissance, une qualification aussi. Quand on va jusqu'à la thèse, c'est qu'on veut aller vraiment au plus haut. Et mais pas dans l'idée de juste, avoir une petite chaire universitaire et puis écrire 2 3 bouquins, pour, me glorifier, pas du tout, mais dans l'idée dès le départ, d'arriver à ce niveau-là pour transmettre tout le savoir que je pourrais acquérir au grand public. Et dans cette démarche-là, l'idée pour moi, c'était aussi de dépasser justement, dépasser, ce cette histoire qui peut nous toucher, qui peut nous poser des questions fondamentales, existentielles et nous permettre de nous sentir mieux, en fin de compte, de nous sentir mieux et de comprendre donc des phénomènes importants pour aller plus loin. Donc je comprends cette peur, moi-même qui ai fait la démarche donc d'aller plus loin, face à de très bonnes mises en scène historiques dans certains films, certaines séries, qui peignent un petit peu ces tableaux bien faits des sociétés esclavagistes dans certaines réalités. Moi-même, je suis touché, peiné, il y a des choses qui font mal. Mais selon moi, ça ne doit pas nous bloquer et nous empêcher de vouloir comprendre cette histoire pour justement guérir de tout ça, la dépasser, transmettre des éléments à nos enfants, aux futures générations qui leur permettent justement d'aller plus loin, que ce rapport un peu de dominant-dominé qui d'ailleurs découle un petit peu de cette histoire et surtout de la manière dont elle a été jusqu'à présent, transmise. Et souvent dans les peurs et les blocages qui nous touchent par rapport à cette histoire, il y a un petit peu effectivement une histoire académique qui a plutôt fait ressortir, des choses négatives ou défavorables au niveau des peuples noirs et qui a souvent, dans un rapport culturel dominant-dominé, n'a pas forcément cherché à faire ressortir ce qui aussi peut être valorisant et positif dans tout ça. Donc, on a un peu ce rapport à l'histoire qui fait que on a un petit blocage, on a peur d'être confronté à certains éléments et je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même sauter ce pas. On doit sauter ce pas quand on voit l'état du monde, tel qu'il est, quand on voit encore, s tout ce qui tourne autour de la condition noire. On y reviendra avec Steve, qui découle de ces sociétés coloniales esclavagistes, de l'Amérique des plantations. Ça fait quelques siècles et on est toujours dans une continuité sur certains points, qui continue à émouvoir, à toucher. Donc je pense qu'on doit se donner les moyens aujourd'hui de comprendre les choses, avec une approche justement scientifique qui ne veut pas dire forcément l'académisme traditionnel, qui ne veut pas dire non plus d'avoir des complexes en tant que chercheur, parce que si nous on a des complexes en tant que chercheurs, on ne pourra pas demander à ceux qui nous écoutent de ne pas en avoir. Alors, Donc docteur Lavner, justement, j'aimerais revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup
de jeunes Africains qui sont sans doute, ou en tout cas ceux qui prendront en cours ou qui regarderont en replay effectivement cet entretien avec vous aujourd'hui. Je me permets effectivement d'être un peu leur porte-voix. Il y en a beaucoup pour la grande masse, en fait, qui se disent, mais bon, on va parler encore de l'esclavage, tout ça, ça nous rapporte quoi en tant que tel? Bon, c'est exactement le même débat que parler des ancêtres, en fait. Donc, il y a toujours une sorte d'opposition qui se fait. Et vous êtes un jeune chercheur, évidemment, vous êtes intéressé par ces questions-là et au-delà de ça, vous divulguez, puisque vous créez cette université populaire en ligne, etc., pour justement dire à toute cette jeunesse et à tous les publics, de toute façon, de s'informer, de se former et de s'approprier son histoire, puisque c'est la nôtre, évidemment. Quel est le message que vous pouvez justement délivrer à ces jeunes, surtout à la fois dans la Caraïbe, mais là, on s'adresse aussi et particulièrement justement aux jeunes Africains qui nous regardent aujourd'hui à travers Africa Mundo. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à cette histoire que nous devons maîtriser, en fait? Alors, je vais essayer de faire court et aller très direct au niveau de la réponse. Euh, on vit aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, dans une continuité de monde contemporain qui en place, euh, se met en place au 15e, 16e siècle et vraiment se structure au 17e, 18e. Et ce monde contemporain, on est en plein dedans aujourd'hui. Et lorsque je parlais justement de continuité par rapport à la question de la condition noire, quand on voit tout ce qu'il y a, comment la planète Terre a été secouée par l'affaire de George Floyd encore il n'y a pas longtemps, on est directement dans une continuité d'une configuration mondiale, je dis bien mondiale, dans laquelle cette histoire, pour laquelle cette histoire est directement liée. Donc comprendre cette histoire, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui, comprendre les problématiques d'aujourd'hui et pouvoir réfléchir dessus pour les dépasser et arrêter de gratter les choses en surface en ne comprenant pas pourquoi, depuis des décennies, des siècles, rien ne bouge. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est arrêter justement de mettre les choses à côté parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus facile psychologiquement, mais de rentrer dans le fond des choses parce qu'en fait, tout ça est lié au monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que l'histoire, en fait, c'est la science qui s'intéresse au passé, mais pour comprendre et faire la lumière sur le présent et se donner des perspectives sur le futur. Et si effectivement, moi, je m'intéresse à l'histoire à ce point, c'est bien parce qu'elle elle m'a donné des clés de lecture formidables du monde dans lequel je vis. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est que je suis capable, à partir de cette histoire, de comprendre ce monde, son fonctionnement. Et je pense que beaucoup de personnes qui prétendent, à tort ou à raison, vouloir euh, vouloir apporter quelque chose à ce monde politiquement ou par différentes choses et vouloir changer certaines choses, si elles ne font pas ce travail de fond, elles vont continuer à faire le système tourner en rond, faire certaines choses tourner en rond. Donc pour moi, c'est comprendre ce présent, aujourd'hui, là, en 2021, ni même pas 2019, aujourd'hui, en 2021, le comprendre et se donner des perspectives pour le monde de demain et pour nos enfants. C'est-à-dire que si on considère tous que le monde d'aujourd'hui est parfait, franchement, il n'y a pas de souci. On ne s'intéresse pas à cette histoire, on part sur la perfection. J'ai envie de dire, effectivement, pourquoi chercher des choses moins intéressantes alors que tout est bien. Je pense que beaucoup, on sera d'accord pour dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est loin d'être parfait. Et si on peut s'appuyer sur une connaissance riche et approfondie pour comprendre certains déclics, certains leviers, certains mécanismes, on pourra mieux réfléchir ensemble. Et on arrive directement à cette démarche aussi de l'appli de l'université populaire, c'est que pour moi, il faut réfléchir ensemble. C'est-à-dire que tous, on doit avoir un maximum d'éléments qui nous permettront d'avoir une réflexion collective enrichie. Et à partir du moment où on aura une réflexion collective enrichie qui dépasse les océans, qui dépasse les frontières, là, on aura une somme de personnes qui, lorsqu'elles vont s'intéresser à ces personnes, auront, selon moi, beaucoup plus d'arguments, de pertinence, de réflexion pour toucher à des problèmes très concrets de nos vies d'aujourd'hui, pas celles d'hier, puisque c'est déjà fait, comme nous a dit en créole, ça déjà fait. Les gens sont déjà morts pour la plupart des choses qu'on étudie, donc c'est pas pour eux qu'on fait ça, c'est bien pour nous. Donc voilà, RJR Learning, c'est ça, c'est un espace de réflexion, une université populaire en ligne, un espace de réflexion autour de l'histoire, autour de l'analyse historique,
autour de l'analyse de l'historien, je dis même souvent du socio-historien, c'est-à-dire celui qui veut mettre en lumière l'importance du passé pour comprendre notre présent et les liens entre différentes choses qui nous paraissent lointaines et qui finalement déterminent toujours ce présent dans lequel on vit aujourd'hui. L'approche, c'est une approche, de haut niveau, oui, il faut pas se mentir, une approche, on tente de voilà, on vise l'excellence dans tout ce qu'on fait parce que je pense que c'est ce niveau qu'on doit viser pour nous, pour la diaspora, pour tout le monde et c'est dans cet esprit que j'ai voulu m'entourer de collaborateurs, comme Steve, que je remercie encore et je voudrais bien que tu dises un petit mot, Steve, justement sur ta vision de ce savoir à transmettre et qu'est-ce qui a déterminé en fait chez toi, l'adhésion quand je t'ai invité? Comment ça t'a parlé? Si tu veux bien partager ça avec, ceux qui nous suivent. Absolument, absolument, mon frère. Mais oui, écoute, Maël, déjà, euh, moi, je trouve cette démarche que tu as, elle est adaptée au temps d'aujourd'hui. Donc, je salue tous ceux qui nous regardent. Et cette démarche-là, qui dit que l'intellectuel aujourd'hui, chez nous, a un autre rôle que de rester dans une tour d'ivoire ou dans des cercles élitistes, cette démarche, elle vit en moi et je me reconnais dans cette démarche. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de faire partie de l'aventure modestement. Et je sens aussi que c'est une aventure qui est calibrée pour être, comment dire, carrée et de haut niveau. Tu insistes beaucoup dessus et je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe dessus, hein, de dire on veut être bon dans ce qu'on fait et apporter des choses qui sont solides, même si elles peuvent prêter à discussion. Donc, je me reconnais beaucoup dans cette démarche. J'ai mené une réflexion sur le rôle des intellectuels chez nous aux Antilles. Et quand je vois ta démarche, moi, ça me rappelle le docteur Bébel Gisler, lorsque elle, dans les années 80, elle monte l'école Guadeloupe. Elle se dit que non, il faut d'autres espaces pédagogiques pour former les jeunes Guadeloupéens. Et aujourd'hui, en 2021, c'est le même esprit qui t'anime. Tu dis, il faut d'autres démarches pédagogiques pour former nos gens et leur donner accès à eux-mêmes, à une forme d'autonomie intellectuelle. Et vraiment, ça me radio ça, j'ai des frissons. Et je trouve que cette façon de faire, elle empouvoire nos gens. Et cette notion d'empouvoirment des intellectuels ou des gens qui empouvoirent les autres, ça, c'est l'un de mes fils rouges, c'est-à-dire faire des choses ou apporter des choses qui permettent aux gens d'être, eux, autonomes et de faire et d'agir et de mieux avoir en main leurs décisions, avoir des ressources pour mieux décider de certaines choses. Donc, moi, je salue et j'applaudis la démarche de RJ Vert. J'étais agréablement surpris sur la forme, euh, même si toi et moi, on avait déjà des affinités intellectuelles et même en tant que Guadeloupéen, en tant qu'homme. Quand j'ai vu la forme, je me suis dit, waouh, c'est osé, mais ça répond à un vrai besoin. Euh, L'autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que tu as raison, l'histoire de l'esclavage aujourd'hui a un impact sur nos relations interpersonnelles, sur la répartition du travail, sur la répartition de l'argent, des terres, sur le système politique que nous avons et aussi dans la psyché des Antillais. Donc, dans notre psyché, dans notre façon de concevoir la vie, de dire les choses, il y a des façons de voir qui sont issues de là. Donc, éclairer cette période, c'est s'éclairer nous-mêmes, c'est nous aider à peut-être déconstruire certaines choses pour en construire d'autres. Lorsque je vois cette démarche, je pense aussi au docteur Patricia Brafland-Trobo. Patricia qui vient d'écrire un livre très puissant sur l'estime des Noirs, la conjuration des prophéties en Guadeloupe. L'esclavage a déposé beaucoup de choses chez nos gens dans leur psyché, dans des proverbes que nous avons. Il y a une forme de négrophobie latente qui est là. Et si on arrive à éclairer la naissance de cette négrophobie, pourquoi elle est encore là, je crois que ça va nous rendre déjà plus éclairés et pourquoi pas encore plus entreprenants. Euh, donc, c'est pour ça que après avoir réfléchi avec toi, avoir circonscrit le truc, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation. J'étais un petit peu intimidé et me disant, mais oh là là, mais qu'est-ce que je peux? Mais non, tu m'as vite, tu m'as vite dit, mais non, c'est militaire, tu m'as dit, regardez ça. Et je me suis dit que c'est OK. En tout cas, pour ma part, j'espère effectivement continuer à me rendre utile à mon échelle dans cette dynamique-là. Et la dernière chose que je dirais en préambule, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'Atlantique noir, ce lien diasporique qu'il y a entre les peuples noirs, que ce soit sur le continent africain, pourquoi pas en Asie, en Europe, dans la Caraïbe et dans la Grande Amérique. Cet Atlantique noir, je t'avoue qu'il me fascine. J'aime voir ce qui est différent, qu'est-ce qui passe entre les peuples noirs via l'Atlantique. J'aime voir ça.
Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et tu sais, j'aime aussi nos postures. Parce que toi et moi, je disais à ma femme tout à l'heure que toi et moi, on n'a pas la tête du job. Mais je trouve que c'est un message très puissant. Je trouve que c'est un message empouvoirant envoyé à nos jeunes et à nos gens pour dire que rentrer dans certains cercles ne veut pas dire déposer son identité et son originalité à la porte. Et toi, on n'a rien déposé, on a tout gardé. Et avec cette rigueur intellectuelle que je te connais, je trouve que c'est un beau message envoyé à nos gens. On n'est pas obligé de se travestir pour porter notre part de progrès. Vraiment. En tout cas, bravo, bravo à toi et je suis fier d'être là. Merci énormément, hein, Steven. Merci énormément pour ton soutien. Tu sais combien il m'importe. Et c'est vrai que tu touches à des points essentiels parce que moi, la réflexion que j'ai eue sur la pierre que je voulais apporter autour de moi, tu l'as bien dit en fait, hein. Je l'ai eu très jeune et je l'ai eu à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'ai toujours été quelqu'un qui aime les sciences humaines. Donc, je me suis toujours intéressé à l'histoire. Et puis, donc, tu as cette fameuse géographie humaine qui te permet de comprendre déjà la répartition des richesses. Tu te dis, tiens, il y a un petit souci là. Et puis, tu rajoutes de la sociologie, tu rajoutes de l'économie, tu rajoutes de la science politique. Et là, en secouant déjà un petit peu tout ça, j'avais déjà compris dans quel monde je vivais et quels étaient les enjeux. Et je me suis destiné à faire un parcours qui me permettrait, dès le départ, hein, dès ma terminale, je savais que je voulais être docteur en histoire. Je suis rentré à l'université pour ça et l'idée, c'était de pouvoir, à la fois enseigner au niveau supérieur et en même temps transmettre tout ce savoir à un maximum de personnes avec, dès cet âge-là, comme, leitmotiv de ne jamais perdre celui que je suis. J'avais déjà mes cheveux, j'avais déjà ma façon de voir le monde et l'imposer en fait. Rester qui tu es et ne jamais flancher, ne jamais changer et être capable au bout d'un moment de transmettre ta vision des choses par rapport à là d'où tu viens. Je viens de milieu pas forcément très favorisé, une famille monoparentale où voilà, il faut se construire, il faut prendre sur soi et il faut regarder loin en se disant que tiens, si tu as quand même une capacité intellectuelle, tu pourras faire quelque chose avec ça, ne pas tomber dans les pièges du système justement, qui te demande à la fois de te travestir, soi-disant pour entrer dans certains biais, ou bien si tu veux rester toi-même, de entrer dans des petits codes souvent qui sont défavorables en fait, hein, que ce soit tout ce qui tourne à l'économie informelle ou on ne va pas rentrer dans le débat. Mais rester qui tu es, faire ta route pour pouvoir être en mesure de transmettre tout ça. Et au final, comme tu l'as bien dit aussi, en fin de compte, je suis juste quelqu'un qui se situe dans la continuité de ceux qui l'ont fait avant. Parce qu'à ce niveau-là, je n'ai rien inventé. Beaucoup d'autres ont compris ces enjeux-là et je suis en fait dans leur continuité. Je suis dans, j'ai baigné dans une culture familiale qui me permettait aussi de remettre certaines choses en question assez tôt et une culture où on connaît effectivement le poids de l'histoire et comment on doit se battre aussi pour apporter des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, je suis dans une continuité et l'application, c'est une forme peut-être nouvelle de cette continuité, là où d'autres ont fait des universités populaires en présentiel ou des écoles en présentiel, d'autres ont fait d'autres universités populaires sur déjà des plateformes, des sites. Et là, tout simplement en étant dans la continuité, j'ai voulu aller encore plus loin, profiter de la technologie d'aujourd'hui et puis essayer de faire entrer cette culture, ce savoir un peu plus facilement dans notre quotidien avec le côté application. Donc, c'est vraiment une continuité. Et puis, j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi au niveau de cette Atlantique noire. C'est clair que c'est un concept impressionnant pour nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et dans cette histoire de l'esclavage qui a encore beaucoup de pertinence pour comprendre certains comportements aujourd'hui, je trouve aussi qu'au niveau de la relation entre les frères du continent et ceux de la Caraïbe, on a souvent parlé, un peu pour peut-être, continuer à casser, ce lien qui est là. On a souvent parlé de frères qui ont vendu d'autres frères et puis on s'arrête là. Et lorsqu'on regarde l'histoire et notamment la problématique qu'on fait en ce moment,
en fait, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'aussi simple. Tes frères t'ont vendu et pour être dans cette condition-là et en se complaisant d'ailleurs de cette condition et puis, rupture, donc il y a pas de raison de se rapprocher, il y a pas de raison de se comprendre. L'histoire, cette histoire-là, c'est comprendre justement que c'est pas aussi simple, c'est pas ça n'a rien à voir avec ce tableau et qu'au contraire, lorsqu'on va au fond des choses, on comprend les choses et on comprend que des raccourcis qui ont été faits pour, nous éloigner ne se tiennent pas en fait, hein, historiquement et scientifiquement. Donc c'est exactement ce qu'on voit en ce moment avec, notre thématique du moment. Et puis, c'est voilà, c'est une démarche qui non seulement je l'ai ouverte à d'autres, docteurs comme Steve pour, m'aider dans le conseil, dans l'accompagnement, mais elle est ouverte de manière générale à tous les chercheurs qui, sur leur thématique, s'intéressent aux sociétés caribéennes, que ce soit sur le plan de l'histoire ou des sciences sociales générales, qui ont envie de transmettre quelque chose. Donc, dans cette application, on a des cours, même dans les cours, j'ai des chercheurs invités qui viennent, présenter un point de leur spécialité qui rentre dans le cours du moment et j'ai aussi une rubrique vraiment chercheur invité où là, c'est vraiment la réflexion du chercheur qui est invité, qui se met à l'aise, j'ai envie de dire, qui profite de cet outil pour transmettre quelque chose ce qu'il veut transmettre. On a commencé avec, Jean-Pierre Sainton qui était en fait mon formateur, j'ai envie de dire, pour la recherche, de haut niveau, qui a été mon directeur de thèse, qui a été mon directeur de recherche. Depuis mes mémoires de master, on a continué l'aventure ensemble pendant ma thèse. Il m'a apporté énormément de choses, vraiment et je le remercie encore d'ailleurs et donc il nous a fait l'honneur en fait de nous donner sa vision justement de l'importance de l'histoire de la Caraïbe aujourd'hui, les enjeux de cette histoire aujourd'hui, que ce soit pour les Caribéens francophones, mais à l'échelle du monde entier, avec aussi une vision panafricaniste, qui est la sienne et en même temps, on revenait sur son parcours qui est un parcours exceptionnel parce que lui, il était enfant de militants indépendantistes, et très tôt, il a baigné dans la remise en cause du système colonial qui touche, ces territoires. Hem, il nous parle d'événements, importants dont j'ai parlé, la fois précédente avec mai 67 qui va vraiment marquer la mémoire de ce territoire avec, un crime effroyable. Ben, lui, il vit ce moment-là, tout jeune, et il nous a vraiment je le remercie vraiment, hein, encore une fois parce qu'il nous a fait l'honneur, de manière inédite de témoigner de l'arrestation de son père à ce moment-là, comment il a vécu ça, comment ça l'a forgé aussi dans sa vision des choses et comment, progressivement, il va faire son parcours pour ensuite nous donner son bilan de cette histoire, sa vision des choses. Donc, il a été un de nos invités. J'ai eu, l'honneur de recevoir aussi, Marie-Hélène Lomino, docteur en histoire contemporaine, qui nous a parlé de l'histoire du Gros-Cas au XXe siècle. Alors le Gros-Cas, c'est cette musique traditionnelle issue justement de la traite négrière et des sociétés esclavagistes, voilà, j'allais dire au son du tambour, mais des musiques à peau, tout simplement, pour ceux qui connaissent un minimum les cultures de l'Afrique de l'Ouest savent de quoi je parle. L'importance des instruments à peau et le fait que ce sont des instruments vraiment particuliers. Moi qui aime le Gros-Cas, qui suis initié au Gros-Cas, de manière personnelle, j'ai toujours vu cet instrument comme un instrument vraiment particulier parce que pour moi, c'est vraiment subjectif hein, ce que je dis, c'est le seul instrument qui est capable de reproduire à ce point le rythme du cœur. C'est-à-dire que la basse qu'il y a avec la peau tendue, doum, 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 pour moi, c'est le seul instrument qui reproduit à ce point le rythme du cœur et je pense que c'est encore mon analyse, que c'est pour ça qu'il parle à énormément de gens sur la planète parce Mhm. que quand tu l'entends résonner, tu entends ton cœur battre. Toutoum, 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 toutoum et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, elle nous a pour revenir à l'intervention de Marie-Hélène, elle nous a donné de vraies clés, explicatives pour comprendre comment cette musique a évolué en Guadeloupe au XXe siècle, comment elle a pris de l'importance, notamment sur le plan mémoriel et comment elle était un instrument civique lorsque justement les combats pour l'indépendance se sont accentués, se sont intensifiés. Donc on était un petit peu dans la continuité de l'intervention avec Jean-Pierre Sainton.
Et c'était vraiment un entretien super, hein, super intéressant, un échange, vraiment très riche. Alors je la remercie encore 1000 fois pour ça. Et puis, j'ai eu Clara Palmiste aussi, historienne guadeloupéenne qui nous a fait, elle, une intervention sur l'histoire des femmes, dans la Caraïbe et surtout un point, où en est-on dans cette histoire des femmes, dans la Caraïbe et notamment, elle nous a fait un très beau tableau des avancées qu'on a eues sur, la condition des femmes, pendant la période esclavagiste et même après, tous les combats qui ont été menés par des figures, importantes, que ce soit Nanny of the Maroons en Jamaïque, que ce soit Solitude, donc qui est un personnage particulier en Guadeloupe parce qu'on connaît on connaît pas beaucoup de choses d'elle et pourtant elle représente, effectivement l'engagement, des femmes par rapport à la résistance, au système, colonial esclavagiste. Et puis, elle nous parle aussi de, Maria Grajales, à Cuba, figure importante de de l'indépendance cubaine et son implication, elle qui aura 2 fils qui vont devenir en fait des héros de la nation cubaine. Donc voilà, on fait un petit point pour, parce que c'est important de situer aussi cette histoire de manière, grande, avec les figures féminines héroïques qui ont contribué à cette histoire. Et puis, dans l'application, donc on trouve aussi, au-delà des chercheurs invités, des conférences. Les conférences, c'est plus, un espace dans lequel je développe à ce moment-là mes recherches à moi. Donc, heu, pas en tant qu'historien, qui peut, parler de l'histoire de la Caraïbe depuis les Amérindiens jusqu'à nos jours, mais vraiment en tant que chercheur avec ma spécialité de recherche sur l'histoire sociale du XXe siècle et ce qu'on appelle un peu l'après-guerre, donc le tournant qui se passe après la Seconde Guerre mondiale qui fait naître cette idéologie de décolonisation dans le monde entier. Eh ben, mon idée, c'était de comprendre comment cette idéologie commence peut se retrouver dans les attentes sociales en Guadeloupe et en Martinique à un moment qu'on appelle le début de la départementalisation. Et souvent, on s'est arrêté à l'idée que cette départementalisation était une intégration politique plus poussée vers la métropole sur le plan politique pour se dire qu'il n'y avait pas d'esprit anticolonial. Et mes recherches montrent tout le contraire. C'est l'inverse. En s'intégrant politiquement au plus haut degré, les exigences et les attentes ont été plus fortes du côté de la population locale, des représentants politiques et syndicaux. Et l'idée était d'utiliser ce biais juridique et institutionnel pour mettre un peu le pouvoir central au pied du mur. Et forcément, ça ne peut pas, un acte politique ne peut pas changer la réalité, surtout des représentations et des conceptions, notamment héritées du racisme qui se développe au début du XXe siècle. Donc, ils se retrouvent assez vite confrontés au problème de la discrimination raciale, au problème de ce que représentent les travailleurs agricoles antillais au niveau du gouvernement, au niveau des hauts fonctionnaires, qui vont donc bloquer les avancées sociales, la sécurité sociale, l'application des lois. Et on se retrouve assez vite vers la construction d'une action collective unique sur le plan historique dans ces territoires, parce que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, selon moi, selon mon analyse, c'est la seule fois, en tout cas au XXe siècle, même avant, où sur les 2 territoires, quelles que soient les formations politiques, on a parlé d'une seule et même voix, qui était celle de dénoncer un colonialisme encore présent, dans les sphères gouvernementales, avec des incidences concrètes sur la vie de tous les jours, empêchant, aux travailleurs, à la masse des travailleurs agricoles qui étaient encore, cantonnés à l'économie sucrière, donc en gros qui coupaient la canne à sucre pour les grands planteurs, les cantonnant donc dans une misère sociale qui, elle, était hérité des structures esclavagistes. C'était même accentué au XXe siècle avec la crise mondiale qui va naître du crash boursier et qui va s'étendre dans le monde entier. Et une misère dans les années 30 qu'on retrouve dans tous les territoires caribéens avec des grèves pour la faim, des grèves marchandes. Et toute cette histoire, elle est connectée en réalité. Elle est connectée. Donc voilà, les conférences, c'est un petit peu ma sphère de recherche. J'ai fait une première conférence pour voir où se placent justement les préjugés raciaux au début de la départementalisation, dans la mise en forme des choses. Et puis, autre catégorie qu'on trouve dans l'application, donc les cours. Donc là, on est sur des thématiques
plus général des thématiques. Juste un instant, justement, par rapport à votre sujet de recherche. Hein. Ce qu'il y a de formidable, justement, avec la recherche, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où on ira, finalement. Hein. On ne sait jamais où on va tomber non plus. On fait des découvertes extraordinaires. Ça me permet de citer Chicken Tadjop, qui n'a jamais pensé remonter aussi loin à travers ses recherches. Et je vais lire deux de ces citations quand il dit « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel ». Et puis la deuxième citation que je vais citer de lui aussi, c'est « La facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause ». Et donc, en fait, pour moi, c'est ce qui caractérise RJVR Learning, c'est tout cela. Quand il dit effectivement, bon, nous renonçons parce qu'on ne veut pas savoir, on a peur de faire remonter des sentiments, etc., etc. Donc, du coup, on préfère laisser ça de côté. Et puis, finalement, les choses se répètent. Et à chaque fois, on descend dans les rues, comme effectivement ce qui s'est passé l'année dernière, en plein cœur de la journée internationale de l'Afrique, hein, parce qu'en fait, cet horrible crime est arrivé le jour, donc concernant bien sûr l'Afro-américain George Floyd, cet événement dramatique est arrivé le jour de la journée internationale de l'Afrique. Donc, Chicken Tadjop, il dit ceci, qu'effectivement, la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Et la première citation est aussi importante, hein, « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel ». Vous avez décidé de passer par le milieu académique, justement, le milieu académique scientifique, pour aller au-delà, parce que je précise bien le milieu académique scientifique, parce qu'il y en a qui refusent, il y a des chercheurs qui refusent de rentrer dans le milieu académique. Est-ce que, selon vous, je pose la question à tous les deux, hein, et docteur Steve Gadet et à vous, docteur Lavenaire, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez justement d'être confronté à d'autres de vos collègues, de vos confrères, effectivement, dans le milieu académique? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des chercheurs autodidactes, des chercheurs indépendants qui refusent de rentrer dans le milieu académique. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis vous avez choisi une autre voie, celle effectivement d'être maître de conférences, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire fondamentalement, est-ce qu'il y a des différences et quelles sont ces différences? Alors, merci pour cette remarque vraiment lumineuse, hein, Mélina, par rapport aux citations de chez Kanta. On est vraiment dans cette continuité. Et puis, pour la réponse à ta question, je voudrais d'abord proposer à mon invité d'y répondre en premier. Merci Maël. Merci aussi Mélina. Absolument, je te rejoins. C'est une question intéressante. Par rapport à Cher, lorsque Cher vient en Guadeloupe dans les années 80, je me rappelle de lui sur un plateau télé avec Alex Robin, où ils sont en train de parler, et à un moment donné, Cher lui dit, à partir du moment où vous ne décidez pas de ce que vos enfants doivent apprendre, c'est le début de la fin. Maman. Il dit ça dans les années 80 alors qu'il est en Guadeloupe pour la première fois. Et son arrivée en Guadeloupe est une espèce de petite révolution. Mais moi, j'ai entendu ça il y a peut-être quelques mois de lui. Je me dis, waouh, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire que l'une des bases pour nos gens et pour la construction de notre pays, c'est l'éducation. Et si on n'est pas en position de décider de ce qu'on met dedans, c'est pour ça qu'il a fallu vraiment changer le game et que j'apprécie la façon dont tu changes un peu la façon de faire. Ça, c'est pour Cher. Et la raison sur la citation que tu donnes, Mélina, absolument. La problématique des chercheurs dans ou à l'extérieur, je crois qu'il nous faut les deux. Il nous faut des chercheurs dans des institutions, peu importe leur façon d'exercer leur métier, et il nous faut aussi des chercheurs hors institution pour challenger les institutions. Donc, pour moi, je ne m'oppose pas à mes collègues qui font de la recherche en manière indépendante ou dans d'autres institutions privées ou ailleurs. Dès qu'on est capable de mettre sur la table nos découvertes et d'en discuter
de manière assez civile, en se respectant, pour moi, c'est très bon. Au contraire, il faut aussi que les chercheurs et les chercheuses soient des fois secoués dans leur découverte, soient poussés dans leur retranchement. Et c'est ça qui affine la recherche. Donc, pour moi, c'est excellent. Moi, j'ai choisi, en fait, ce que moi, je voulais, une des choses que je voulais surtout, c'était de faire de la recherche et je voulais pas seulement enseigner. Donc, je me suis dit, je ne veux pas seulement enseigner, je veux faire de la recherche, je veux écrire et pouvoir partager ce que j'ai compris. Donc, ça m'a amené tout naturellement à l'université et j'ai voulu surtout aussi travailler dans ma région. Je ne voulais pas partir. Si je partais, j'aurais pu. Je suis parti, je suis parti maintenant en Jamaïque, je suis parti à des endroits, mais j'ai toujours voulu revenir porter ma part de progrès. Et où le faire? Ben, à la fac qui m'a formé, l'université qui m'a formé, je me suis dit, mon rêve, c'est de revenir là en tant que prof. Toi aussi, ça t'a peut-être secoué comme ça. Mais très tôt, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Et donc, ça m'a amené à devenir un chercheur à l'université. Ceci dit, j'ai mené une réflexion sur ma façon d'enseigner. Jusqu'à aujourd'hui, je lis sur la pédagogie, je mène une réflexion sur ce que je dois enseigner, ma façon d'enseigner, mon rapport aux étudiants. Je refuse de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et je veux pouvoir avoir une pédagogie qui est vraiment révolutionnaire, dans le sens où une pédagogie qui équipe nos étudiants de façon à ce qu'eux fassent ce qu'ils ont à faire et deviennent tout ce qu'ils doivent devenir. Parce que nous vivons dans une société où la peur du qu'en dira-t-on, la peur de se faire couper la tête, parce que nos sociétés sont bâties sur une violence et le fait de couper la tête à ceux qui parlent trop fort ou qui dépassent. Donc ça, c'est toujours dans notre psyché. Et pour moi, enseigner à la fac, on peut le faire ailleurs, mais enseigner à la fac, c'est une façon pour moi de nourrir les émotions démocratiques de mes étudiants. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ouais, ah, mais on ne peut pas faire comme ça. Je veux pouvoir participer à la formation de citoyens qui demain n'auront pas peur de faire ce qu'ils ont à faire sans attendre un budget, une tape dans le dos ou une permission d'entrer à un endroit. Je veux vraiment pouvoir former des gens qui sont qui sont intrépides, qui nourrissent leur estime d'eux-mêmes et aussi qui nourrissent leur amour, leur attachement pour le pays. Et pas, je ne dis pas leur attachement aux personnes noires, je dis leur attachement au pays dans sa diversité ethnique et un amour surtout pour l'épanouissement du pays. Ça ne veut pas dire qu'on laisse le pays dans l'état dans lequel il est, mais un amour pour vraiment l'épanouissement du pays. Donc, dans ou hors de l'institution, à mon avis, ce qui me semble important, c'est surtout de répondre à une vraie vocation et la faire avec audace, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Steve. Ce que tu as dit, ça fait écho chez moi de différentes manières. RJVR, par exemple, né du fait que j'ai pu enseigner dans notre université. Alors, comme tu dis, avec ce parcours où tu as été formé quelque part, j'ai eu de bons formateurs et tu te donnes les moyens de pouvoir enseigner chez toi. À l'endroit où tu as formé, c'était vraiment une très belle expérience. Et en même temps, cette expérience, en ce moment, je n'ai pas la chance de pouvoir, bon, ça c'est plus des raisons administratives, des fois aussi politiques, université, on va pas s'étaler dessus. Mais RJVR naît aussi de l'idée que si on est dans une conjoncture où il y a moins de postes universitaires euh, sur la longue durée, que toi, tu dois te donner le moyen de créer quelque chose pour rester chez toi et travailler à partir de chez toi. Donc, RJVR est concrètement issu de cette démarche-là, ne pas subir un système qui souvent demande au cerveau de s'exiler et d'aller chercher différents endroits pour dire coucou, je suis là, je voudrais une petite place quand même, alors que ce que tu veux, c'est d'abord être chez toi. Et puis en même temps, me plonger dans le côté universitaire institutionnel, c'était, comme tu dis, faire un parcours me donnant la possibilité après d'être dans cet espace qui pèse sur le monde de l'éducation. Et donc, tout en restant toi-même, te donner la possibilité de rentrer dans cet environnement qui a quand même sa reconnaissance aujourd'hui sur la démarche de la transmission de la connaissance. Et pour moi, c'était important. C'est dans ce sens-là que je me suis très tôt donné cette vocation de ne pas laisser la place en fait uniquement aux autres, mais donner la place à ceux qui viennent, j'ai envie de dire, des quartiers pour se retrouver au haut niveau et avec leur vision des choses,
transmettre le savoir et, comme tu dis, donner des vocations. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que lorsque j'ai enseigné justement à l'université, ce que j'aimais, c'était le premier contact. Genre, Pourquoi? Je veux pas savoir c'est pourquoi. Je lui suis le pas prof. arrivé. C'est lui le prof. Oui, oui, voilà. Hein? Il passe à côté de toi et te regarde. Ah bon? C'est Euh, lui le prof? mais ça, c'est incroyable. C'est magnifique, en fait. Oui. Dès le départ, tu... Ça ouvre des cases dans leur tête. Exactement. Tu casses des choses et là, ils sont sur le fait accompli. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu n'avais pas encore comprises dans le système, aujourd'hui, là, tu vas les comprendre. Là, on ne va pas discuter, on ne va pas débattre. C'est fait, c'est carré. Le gars, il est devant toi, en fait. Et c'est bien lui le prof. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et le partage, justement, que tu peux avoir avec les étudiants, en sachant justement que toi, tu as reçu une formation de haut niveau qui t'a permis d'aller loin. Donc, tu dois aussi donner des éléments importants pour qu'ils puissent justement être éclairés et devenir des chercheurs de demain et des gens qui sont capables de nourrir de véritables réflexions. Et quels que soient les postes, que ce soit justement ceux qui vont faire un journalisme indépendant ou ceux qui vont entrer dans des choses plus académiques comme des postes de professeurs, même dans l'éducation nationale, l'important, c'est qu'ils aient des clés de lecture qui leur permettent d'aller plus loin que les sentiers battus dans lesquels on veut souvent les cantonner. Donc, pour moi, c'était important. Et puis, comme tu dis, je partage vraiment ton analyse. Et l'institution universitaire n'est pas le seul biais de production de savoir, pas du tout. Et je suis d'accord avec toi, au contraire, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut nous donner notre place dans cette sphère et en même temps qu'il y en ait d'autres qui, effectivement, ayant fait le choix de rester à côté, qu'on puisse justement faire la connexion avec eux et montrer qu'il y a plusieurs manières de faire et que l'important, c'est de faire les choses sérieusement, avec un niveau de rigueur, un amour pour la compréhension des choses. Et pour moi, c'est le plus important. Bon, Et en ce alors, moment, par exemple, ça me juste pour passe. finir dessus, J'essaie de placer une virgule à chaque fois que tu as une respiration. C'est pas facile, mais c'est bien. On appelle ça dans le journalisme un bon client. Bon, plus, plus sérieusement, ça me permet de rebondir parce que, bon, on le sait, hein, les cheveux, tout ça, la façon de se coiffer, c'est un acte politique et ça me faisait sourire puisque tu rigolais avec Steve là-dessus, c'est lui le prof, etc. En fait, tu donnes de la force aussi à d'autres jeunes qui pensent qu'ils réfléchissent autrement et que donc souvent dans le premier cocon, c'est la famille, évidemment, et donc ça va pas au sein de la famille parce qu'on a l'impression qu'on se comprend pas, etc., etc. Et puis bon, toutes ces questions qui se bousculent dans la tête. Donc quelque part, un jeune étudiant qui voit arriver son prof, docteur Maël Lavener, comme ça, il dit ouais, mon Dieu, je suis pas fou, ça va, je suis ok. Bon, ça me permet de rebondir puisque demain marquera, donc le samedi 15, marquera le 30e anniversaire de la mort d'Amadou Hampâté-Bâ. Et je crois que c'était en 1985, il a écrit une lettre ouverte à la jeunesse. Beaucoup l'ont fait. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont fait chez nous aussi. Mais il a écrit une lettre ouverte, donc justement à la jeunesse. Et il disait, je vais vous lire juste un extrait parce que bon, elle est un peu longue. Il dit ceci, ce qui me permet de rebondir hein, sur tout ce que vous avez échangé tout à l'heure. Et toi et Steve, soyez jeunes gens, ce bon jardinier. Non, c'est pas cet extrait-là que je vais vous lire, c'est un autre. Jeunes gens d'Afrique et du monde. Le destin a voulu qu'en cette fin du XXe siècle, à l'aube d'une nouvelle ère, vous soyez comme un pont jeté entre deux mondes, celui du passé où de vieilles civilisations n'aspirent qu'à vous léguer leurs trésors avant de disparaître, et celui de l'avenir, plein d'incertitudes et de difficultés, certes, mais riche aussi d'aventures d'aventures nouvelles et d'expériences passionnantes. Il vous appartient de relever le défi et de faire en sorte qu'il y ait non rupture mutilante, mais continuation sereine et fécondation d'une époque par l'autre. Je voulais vous lire cet extrait-là. plein d'énergie. Plein d'énergie. Chaque fois qu'on est confronté encore à ces grands frères, ces grandes sœurs qui nous laissent ces messages, c'est plein d'énergie. Parce que c'est vrai que, comme c'est dit dans la citation, il y a des difficultés, mais on ne peut pas s'arrêter aux difficultés. Et il y a quand on voit
tout ce qui est possible, effectivement, c'est important d'avoir en fait cette énergie qu'il nous lègue avec ces lettres ouvertes, ces messages. Et comme tu le disais, ceux qui viendront après, qui vont arriver aujourd'hui là, ben, et qui, par leur par des choses dans lesquelles je ne vais par des sur des, enfin, en considérant des paramètres sur lesquels je ne vais même pas rentrer, qui sont des paramètres personnels qui permettent de constituer un esprit, une personne et différentes choses, mais qui font que depuis très tôt, ils voient les choses différemment, avec leur lecture qui est différente, ils sentent qu'il y a des choses à fouiller et qui arrivent effectivement à rencontrer des personnes qui essaient de contribuer comme elles peuvent, comme Steve le fait si bien, comme je peux tenter de le faire. C'est vrai que c'est important parce que ça donne un relais et une énergie qui permet de toujours avoir envie de continuer et d'aller jusqu'où il faut. Et moi, je dirais tout simplement, sans être trop loin sur ce point-là, que il faut jamais avoir peur d'être celui qu'on veut être. Pour moi, c'est la chose fondamentale, c'est juste ça. Dès le départ, tu dois pas avoir peur de celui que tu veux être, celui ou celle que tu veux être, et aller jusqu'au bout, bout, sans, il n'y a pas d'autre mot en fait. Il y a pas d'autre objectif que d'aller au bout de toi-même. Donc chacun doit le faire à sa position et apporter tout ce qu'il sent qu'il a apporté et il va toujours justement rencontrer sur son chemin. Ça, c'est une loi métaphysique de positivité. En ayant cet esprit-là, tu vas toujours rencontrer sur ton chemin des gens qui vont te conforter dans ta direction et qui vont te donner la force et la puissance de continuer encore et encore. Donc, voilà. C'est très positif. Et même si on te jette des pierres, prends les pierres et puis construis des ponts et des châteaux. Il y a Christelle qui est donc avec nous et qui vous remercie donc pour votre analyse, hein, docteur Lavner, docteur Steve Gadet également. Nous avons l'une de nos partenaires qui est là aussi et qui dit que, donc Madame Vanina Rome, qui dit qu'il y a tellement de recherches à faire sur notre histoire dans divers secteurs. Nous avons une richesse qui mérite d'être connue pour marcher la tête haute. Elle dit qu'elle est toujours très contente et c'est toujours très passionnant. Il y a le professeur Mamadou Lamine Diop Lo, qui lui nous écrit depuis le Sénégal. Il est prof d'histoire, si je me souviens bien, ouais. Et il dit merci Africa Mundo, merci à la diaspora africaine des Caraïbes, merci aux présentateurs, donc en l'occurrence vous-même, docteur Lavner, pour cette belle innovation en faveur de l'éducation. Nous suivons depuis le Sénégal. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Donc, nous sommes, vous l'avez compris, et puis c'est bien écrit aussi sur le post, avec donc le docteur Lavner qui a fondé donc cette université populaire qui s'appelle RJVert. Si vous posez la question à savoir c'est quoi RJVert, c'est rouge, jaune, vert. D'accord, qui rappelle le pays fondamental où presque tout a débuté, on va dire. Donc voilà, merci beaucoup donc de nous suivre. Docteur Lavner, on arrive quasiment à la fin de cette rencontre avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux jeunes Africains qui ont envie de vous rencontrer aussi, qui ont envie de... Bon, on part en tournée, de toute façon, Africa Mundo vous embarque. Hein. On y va, on va en Afrique faire le tour, justement pour... vous avez dit quelque chose, une chose importante, vous avez dit que dans votre application, vous avez une fenêtre ouverte aussi pour les chercheurs invités. Voilà, les chercheurs invités. Donc, est-ce que vous acceptez aussi de travailler avec ceux qui sont sur le continent et qui s'intéressent justement à la Caraïbe et comment ça se matérialise? Ben, j'ai envie de dire, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Pour être honnête, créer RJVR, c'était déjà un de mes premiers rêves. J'ai eu la chance de le réaliser. Et ce rêve, c'est de faire une connexion avec, encore une fois, tous ceux qui ont envie de partager, d'aller plus loin. Donc, lorsque j'aurai des chercheurs du continent que je pourrai inviter également, je pense que ce rêve sera encore plus concret et c'est vraiment voilà, ça me parle, je n'attends que ça, même quand on parlait de faire un cycle de conférences, mais je n'ose pas imaginer dans quel état je serai parce que pour moi, c'est un aboutissement, en fait, tout ça. C'est vraiment ça. Donc, l'idée de passer par un outil technologique, c'est de casser un peu la barrière de la distance. Donc, même si les chercheurs invités que j'ai eus jusqu'à présent, en majorité, on a fait du présentiel ensemble, c'est vrai que j'aime bien ce côté-là.
Mais l'idée de la technologie, c'est de pouvoir faire des choses également à distance. Donc après, franchement, il suffit juste de me contacter sur l'adresse qu'on va trouver sur mon site internet. Je peux la donner, dr.lavener@rjvr.com. Et ensuite, on en discute. Mais vraiment, l'idée d'RJVR, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tous les chercheurs qui ont envie de transmettre quelque chose, l'espace, il est là pour eux. Et voilà, c'est vraiment ça. Ce n'est pas du tout une vitrine pour ma personne. C'est un outil de transmission du savoir qu'on veut de haut niveau et qu'on veut donc rendre abordable au grand public, à tous ceux qui s'intéressent, tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, en franchissant les frontières, en bousculant les codes s'il le faut, mais en étant tout simplement nous-mêmes. Voilà, tout simplement nous-mêmes. Et voilà, merci Avec, franchement déjà Africa Mundo pour l'invitation parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir en parler. merci à vous, docteur Steve Gadet. Mélina, c'est un plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Je continue à persister à dire que la relation, elle est primordiale. Hein, dans les mots du grand Édouard, la relation, elle est primordiale. Les relations humaines que nous avons, c'est l'un de nos premiers trésors. Qui aurait cru que 10 ans après nos échanges, après avoir travaillé au pays, que tu sois dans cette position et que tu nous permets de nous réunir ensemble avec d'autres têtes du pays. Moi, je trouve ça fort et je dis que nous sommes à une période où nous, les trentenaires, les cadres, le pays est sur nos épaules. Donc, on ne doit plus attendre pour mettre en place nos laboratoires. Tu l'as compris, Maël, et je te félicite et tu me trouveras à tes côtés. Nous devons faire confiance à nos laboratoires. Comme Fito Bocaz a réussi à étonner le monde, Marcus l'avait dit, Marcus avait dit ça, mais comme Fito Bocaz a réussi à poser une pierre et puis dire, tiens, la Guadeloupe est là et elle a quelque chose à dire sur cette affaire. Je crois que nous devons faire confiance à nos laboratoires. Et je vois RJVR, non seulement l'application, mais l'université populaire comme un laboratoire guadeloupéen ouvert sur le monde. La maison d'édition que j'ai fondée, le laboratoire, avoir notre propre table, ne plus aller forcément aller, mendier pour s'asseoir à la table des autres personnes, mais construire notre table et ne pas être égoïste, mais construire des chaises et dire aux gens, hey, on a notre table, donc vous pouvez venir vous asseoir. Nos regards qui se tournent vers le continent, vers l'Afrique, nos regards sont souvent, en tant qu'antillais, tournés vers l'ailleurs. Ce n'est pas une bonne chose non plus. Mais on se comprend. S'il y a un équilibre, c'est très bien. Que nos regards ne soient plus strictement tournés vers l'Europe et vers la France. Certes, il y a des choses à faire, pourquoi pas, mais je crois qu'il y a vraiment une révolution, que ce soit au niveau économique, culturel, intellectuel, à continuer à nourrir en tournant nos regards vers le continent. Et nous sommes de la Caraïbe, ça veut dire qu'on a un peu de tout ça en nous. Nous sommes ces diamants-là. Donc, continuons à faire confiance à nos laboratoires. Et avec l'histoire, j'en suis persuadé, Maël, avec l'histoire que nous cherchons à mieux comprendre, nous allons avoir un meilleur sens de l'histoire. C'est-à-dire que le poids de l'histoire est là. Et si on cherche à comprendre où est ce poids, eh bien, on va mieux comprendre où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Dans quel esprit ça a été fait pour ne pas refaire les mêmes choses et savoir sentir le sens de l'histoire. Donc, encore un gros big up qu'on nous va dire au pays, Palagué, nous là, nous ensemble. Mélina aussi, tu me trouveras à tes côtés, Palagué, nous ensemble. Et je salue les frères et sœurs qui nous regardent un peu partout. Vraiment, big up, prenez soin de vous et on continue à porter notre part de progrès. Merci beaucoup, docteur Steve Gadet, merci beaucoup, docteur Maël Lavner. Toutes les informations utiles, de toute façon, on va partager le lien pour les abonnements, pour aussi partager effectivement avec vous les demandes de conférences aussi. Divulguer cette histoire, partager, être ensemble, c'est tout ce qu'on souhaite, évidemment. Et puis, l'idée, c'est vraiment de poursuivre ce travail important que vous faites. Donc, on ne peut que vous encourager. Docteur Lavner, on aura l'occasion de vous retrouver à la fin du mois. À la fin du mois, sans doute effectivement que nous aurons peut-être d'autres rendez-vous, mais on vous retrouvera à la fin du mois justement pour une causerie avec également des Africains aussi du continent pour échanger. On l'espère bien vous revoir, docteur Steve Gadet aussi, pour partager ce moment-là, parce que c'est très important. Et puis, ce serait vraiment très, très intéressant de confronter comme ça justement les recherches scientifiques à la fois des chercheurs qui sont en Afrique,
sachant que les conditions peuvent être difficiles et que toute recherche n'est pas bonne à faire sortir ou à publier, là aussi. Donc, voilà, donc ce serait quand même intéressant justement de mettre tout ça en Ouais, lumière. très Et intéressant. nous, au niveau d'Africa Mundo, ben, on essaye de contribuer justement à mettre en lumière tout cela avec le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Et ben, on porte notre petite pierre modestement, effectivement, à l'édifice aussi pour que nous puissions avancer. Ça me permet de saluer Christelle qui montre son visage. Je vous présente la haute conseillère, j'oublie toujours le nom de cette affaire. Bon, bonsoir à tous. Merci encore pour votre intervention, Dr Lavenaire et Steve. Donc, je me présente, Christelle Panot, haute conseillère auprès du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Donc, voilà, au Royaume-Uni. Donc, voilà, je suis partie intégrante de la team. Donc, voilà. Bonsoir à vous. Salut, voilà. Enchanté. Bonsoir, Mélina. Merci beaucoup. Docteur Lavenaire, est-ce que vous avez une dernière information à diffuser justement à tous ceux qui vous regardent sur le continent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à RJVR et puis votre démarche, quoi? Est-ce que vous êtes prêt à les accueillir aussi avec rigueur, bien sûr, sérieux, toute la démarche scientifique qui va avec? Bien, comme tu l'as dit, hein, c'est un espace que j'ai créé pour ça, diffuser un maximum de connaissances, un maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, à rentrer dans cette application. Hein. Elle est pas compliquée. Il faut juste se donner un petit temps pour se plonger dedans. J'essaie de la faire un peu intuitive et simple. Et puis, donc, l'idée, c'est de progresser de thématique en thématique, de chercheur en chercheur. Et merci à tous ceux qui me témoignent leur soutien dans toute cette aventure, qui n'est pas toujours facile comme toutes les autres, tout simplement. Donc voilà, moi j'essaie de faire au mieux et j'ai des retours vraiment enthousiasmants qui donnent de l'énergie. Merci à Steve d'avoir encore une fois accepté d'être à mes côtés pour ce moment-là. C'était vraiment super intéressant, super riche. Et puis, j'espère qu'on pourra balancer, continuer encore plus loin avec Africa Mundo. Merci pour cette invitation, mais surtout, j'ai envie de dire pour tout ce qu'on peut faire encore, parce que voilà, moi, je suis lancé, hein, parce qu'on en a parlé. Hein, donc là, c'est nous 6 balles, hein, comme on dit chez nous, on est bon. lancé. Il y a une expression maintenant que des Béninois qui suivent Africa Mundo connaissent bien. On dit souvent « en nous aller ». Donc, en nous aller. Voilà, merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ce moment, bien sûr, avec nous. Vous pourrez revoir tout cela sur le site africamundo.com, sur notre chaîne YouTube également, et surtout prendre contact avec RJVR, avec Africa Mundo. Et bien évidemment, on espère bien que ça va se tasser tout ça avec cette histoire de pandémie. Continuez bien à prendre soin de vous, à faire attention, évidemment. Et on vous dit à très bientôt. Mois des mémoires, eh bien, ça se poursuit et ce jusqu'au 30. Bonne soirée et à très bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.